Alors tout de suite, qu'est-ce que la microéconomie? Quels sont les principes d'analyse de cette microéconomie? Donc vous savez que dans la discipline économique, on sépare l'étude des phénomènes séparés, des agents économiques, l'entreprise, le consommateur, voire même l'État. Et donc quand on étudie le comportement d'un agent en particulier, eh bien, on fait de la microéconomie. Et à cette microéconomie, on peut opposer l'étude des phénomènes globaux économiques, c'est-à-dire exprimés au niveau national, par exemple les agrégats. Et dans ce cas-là, quand on étudie les phénomènes économiques globaux, eh bien, on fait de la macroéconomie. Alors, la microéconomie est plutôt, même si ce n'est pas totalement vrai, est plutôt d'inspiration libérale et néoclassique, et la macroéconomie est plutôt d'inspiration au départ, du moins, d'inspiration keynésienne. Donc on retrouve derrière ce clivage micro-macro aussi un clivage théorique fondamental en économie entre néoclassique et keynésien. Alors, l'analyse du comportement des agents économiques, elle se fait en fonction d'un certain nombre d'hypothèses relatives à ce comportement. Alors, ces hypothèses, d'abord, c'est de dire que les agents économiques sont rationnels. Ils sont rationnels dans leurs actions et dans leurs choix. Qu'est-ce qu'un agent économique rationnel? Eh bien, c'est un agent économique qui a une finalité, un objectif, et qui va mettre en œuvre les meilleurs moyens, en tous les cas ceux qu'il pense être les meilleurs, pour atteindre ces objectifs. Donc voilà la signification de la rationalité. Un consommateur rationnel, c'est celui qui va dépenser son revenu en biens de consommation qui satisfont le mieux ses besoins. Un producteur rationnel sera celui qui engagera la combinaison de facteurs de production qui lui permettra de produire au moindre coût pour lui permettre de dégager le meilleur bénéfice. Donc on est dans cette optique de rationalité des agents économiques. La deuxième hypothèse, c'est que tous les agents économiques sont sous contrainte lorsqu'ils agissent. On avait dit en début d'année que finalement l'économie c'était la science des choix et que c'était la science des choix parce qu'on avait un problème fondamental, c'est que les biens économiques étaient rares et les besoins illimités et que donc pour arriver à satisfaire des besoins avec des ressources rares, les agents économiques étaient obligés de choisir. Choisir quels besoins satisfaire et choisir quels biens produire. Eh bien, c'est l'expression de cette rareté qui est aussi à l'origine de la contrainte. C'est-à-dire qu'un consommateur, il a une échelle de besoins et cette échelle de besoins, eh bien, ne pourra pas être satisfaite en totalité parce qu'il est limité par un revenu qui est plus ou moins important. Ce que l'on dit là sur la contrainte du consommateur, on le dira aussi pour l'entreprise, puisque l'entreprise a un budget qu'elle ne peut pas dépasser, par exemple, pour l'acquisition de facteurs de production. Donc, tous les agents économiques agissent sous contrainte, revenu pour le consommateur, budget pour le producteur. Troisième hypothèse, les individus sont réputés maximisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans le cadre, en tous les cas, du consommateur, eh bien, le consommateur va rechercher le maximum de satisfaction dans l'utilisation de son revenu. Donc, en ce sens, la recherche de l'utilité maximale ou de la satisfaction maximale fait de lui un agent à comportement maximisateur. De la même manière que l'entreprise, elle, aura pour objectif de générer un maximum de profit. Et donc là aussi, on est en prise avec un comportement maximisateur. Enfin, le comportement de nos agents est un comportement individuel, c'est-à-dire que chaque agent économique prend des décisions dans son coin, sans être au courant et surtout sans interagir, sans coopérer avec les autres agents économiques. Et qu'est-ce qui guide ces décisions? Eh bien, tout simplement son intérêt personnel. Donc chaque agent prend ses décisions en fonction de son intérêt personnel. Donc voilà les principales hypothèses qui fondent le raisonnement
microéconomique. Alors, voyons maintenant cette question de l'équilibre du consommateur et du producteur, en quoi ça consiste finalement. Alors, pour ce qui est de l'équilibre du consommateur, eh bien, un consommateur à l'équilibre est un consommateur qui voit ses préférences maximisées. C'est-à-dire qu'il va dépenser au mieux, en ce qui le concerne, son revenu. Chaque consommateur va donc exprimer ses préférences maximisatrices, et à partir des préférences de chacun, eh bien, on va pouvoir exprimer, pour chaque type de bien, une demande globale qui va être la somme des demandes particulières de chaque individu. Donc on va passer de l'équilibre du consommateur, qui est l'objet de cette séance, à l'expression de la demande globale, c'est-à-dire à l'expression d'une courbe de demande globale, qui va simplement être l'addition du comportement de tous les consommateurs dans un endroit donné. L'équilibre du producteur, lui, eh bien, il est évidemment de nature différente. Le producteur va chercher la maximisation des choix productifs. Alors, maximisation des choix productifs, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il doit maximiser la quantité à produire. Il doit maximiser la combinaison de production, c'est-à-dire choisir la combinaison de facteurs de production qui est en permanence la plus économique. Et enfin, il doit maximiser, c'est le résultat de son activité, son profit. Donc, comportement maximisateur aussi du producteur au niveau individuel. Et quand on va additionner le comportement de tous les individus ou de tous les entrepreneurs, de tous les producteurs, eh bien, on va avoir l'expression de l'offre globale sur le marché d'un produit. Toujours le même principe, comme pour le consommateur, on va simplement additionner, agréger des comportements individuels pour rendre compte d'un comportement collectif qui est une offre ou une demande sur un marché. Équilibre conjoint maintenant, donc c'est la dernière étape de la démarche. Eh bien, une fois qu'on a reconstitué une offre et une demande globale sur un marché, eh bien, si on les met en contact, on a une loi de l'offre et de la demande avec la détermination d'un prix et des quantités échangées. Et donc là, c'est la fin de l'analyse, puisque à partir du comportement d'un individu en particulier, on va prétendre à la fin expliquer comment se forment les prix sur les marchés. Donc voilà, si vous voulez, quelle est la démarche et quelles sont les étapes de la microéconomie néoclassique. Alors, dans ce modèle, il faut bien se dire qu'au départ, on ne prévoit pas une égalité entre l'offre et la demande, entre le consommateur et le producteur. Dans le modèle néoclassique de base, on affirme que ce qui prime, c'est la demande, c'est-à-dire que le consommateur prime sur le producteur. Ça, c'est le point de départ de l'analyse. En fait, l'offre doit en permanence s'adapter à la demande, tant en termes de quantité qu'en termes de qualité, de caractéristiques de ce qui est demandé par le marché. On s'aperçoit dans la réalité qu'il y a en fait des intérêts divergents entre les offreurs et les demandeurs, et que dans la réalité des marchés, c'est plutôt les producteurs qui l'emportent en termes d'influence sur les consommateurs. Autrement dit, contrairement à ce que pensaient les premiers néoclassiques, eh bien, l'offre l'emporte sur la demande.